Mais qu'en est-il réellement de l'organisation de cet islam sur le terrain en France, entre des volontés politiques de l'État français et des États étrangers et les acteurs issus des communautés musulmanes qui essaient de se réaliser, de s'organiser, de se structurer? On réalise bien là qu'il y a un décalage énorme et qu'il y a des tensions énormes. D'où l'importance d'essayer de regarder de plus près en invitant quelques personnes spécialisées en la matière ou très engagées sur le sujet qui vont nous éclairer à partir de leurs expériences. Mais déjà aujourd'hui, à partir de maintenant, quelques réflexions émergent qui peuvent nous aider à essayer de comprendre un peu cette organisation réelle sur le terrain. Quand on regarde l'implication, par exemple, de certains États étrangers dans l'organisation, dans la gestion, dans la vie des communautés musulmanes ici en France, qu'il s'agisse des Turcs, qu'il s'agisse des Marocains, qu'il s'agissait un temps des Algériens, on voit bien que l'enjeu du débat, l'enjeu de l'islam et des musulmans en France est important pour des chancelleries étrangères. Au jour d'aujourd'hui, les deux acteurs importants en tant qu'État étranger qui sont réellement présents sur le terrain, qui essaient de s'investir, qui essaient d'encadrer, c'est l'État turc et l'État marocain. Réussissent-ils pour autant à encadrer l'ensemble des communautés issues des pays qu'ils représentent? On peut en douter un peu, on peut se permettre d'en douter parce que tout simplement sur le terrain, les choses sont un petit peu plus complexes. C'est pas parce qu'à la tête d'une mosquée, la mosquée est dirigée par un groupe de Marocains, par un groupe de Turcs, que tous les fidèles s'orientent ou épousent ou suivent forcément les responsables dans leurs relations avec les chancelleries étrangères. Le terrain, la vie de tous les jours, nous interpelle et nous prouve le contraire. Effectivement, les gens rentrent dans une mosquée, c'est pour prier, éventuellement pour que des enfants apprennent l'arabe, éventuellement assister à quelques conférences, pas au-delà. Évidemment, il peut y avoir des fidèles qui sont liés à l'État, qui essayent d'encadrer, de gérer ce lieu de culte par le biais de quelques responsables associatifs. Il en est tout autant pour les responsables associatifs. La relation, elle est plus complexe. Autant on peut avoir des responsables associatifs qui presque deviennent des consulats du pays d'origine, mais autant on peut avoir des responsables qui essaient de garder une distance pour respecter la diversité de la mosquée et pour en même temps gérer la volonté politique hégémonique du pays en question, donc qu'il s'agisse des Turcs ou qu'il s'agisse des Marocains. Mais l'ensemble, la majorité écrasante des dynamiques musulmanes traversant l'histoire de France sont des dynamiques très indépendantes. Les gens s'organisent à partir de communautés de base, d'une manière libre, d'une manière indépendante, se structurent en association, essayent de ramasser de l'argent pour construire une mosquée, essayent de ramasser de l'argent pour construire une école, essayent de mettre sur pied des activités culturelles, économiques, sociales, en direction des musulmans et ou des non-musulmans. Et on le voit bien, il y a un foisonnement tel qui fait peur même à différents ministres de l'Intérieur d'ici de France, qui réalisent qu'il y a des dynamiques, des mouvements qui sont en train de partir à très grande vitesse et qui ne sont sous le contrôle d'aucun État. Ça, c'est la majorité de cet islam et des musulmans de France. Évidemment, dans un premier temps, les préoccupations sont avant tout locales pour les musulmans parce qu'ils ont besoin d'une mosquée de proximité, d'une école de proximité, d'un commerce de proximité, d'une action sociale de proximité. Il y a de plus en plus un phénomène de spécialisation des musulmans qui essayent d'intervenir dans des champs spécifiques, que ce soit la certification du halal, que ce soit les médias, que ce soit l'activité culturelle ludique, que ce soit l'activité pédagogique. On voit ici et là l'émergence d'espaces, d'institutions qui répondent aux besoins des musulmans. Des tentatives de régionalisation, de structuration régionale de cet islam ont lieu ici et là, et nous arriverons, bon an, mal an, à un moment donné, une organisation de dynamique, d'envergure nationale qui vont s'implanter, qui vont être légitimes et qui vont à un moment ou à un autre dépasser ou transcender le CFCM ou toute autre organisation musulmane. Alors pour autant, il ne faut pas nier non plus le travail d'organisations nationales, que ce soit l'Union des organisations islamiques de France ou la grande fédération liée à la mosquée de Paris, ou des organisations comme les Diyanet ou des organisations liées au Mili Gurush ou d'autres organisations pakistanaises. Elles essaient de faire un travail de coordination au niveau national. On peut
faire des reproches, on peut émettre des critiques négatives ou positives, mais l'ensemble de ces acteurs participent à une évolution positive, d'enracinement, d'acculturation ou d'organisation de nouvelles expressions culturelles d'un islam de France, d'un islam porté par des Français. Et c'est une question de temps, parce qu'on ne peut pas soumettre un temps sociologique, un temps philosophique. Ça veut dire qu'on ne peut pas soumettre l'évolution des pratiques sociales des gens, on ne peut pas soumettre les débats qui préoccupent les musulmans aujourd'hui à un temps politique, politicien, électoraliste, même s'il y a des tentatives ici et là qui réussissent tant bien que mal ou qui échouent ici et là. Ce qu'il faut regarder, c'est le mouvement global, le mouvement général dans sa perspective historique, passé, présent et à venir. Et là, quand on se concentre, on réalise qu'il y a des choses très pertinentes qui sont en train de se développer, qui sont en train de s'enraciner. Et là, je fais immédiatement la transition avec les injonctions politiques, électoralistes et les injonctions philosophiques que subissent les musulmans dans leur quotidien. Parce que immédiatement, puisque ces dynamiques locales, régionales et nationales se développent, elles développent parce qu'elles répondent à un besoin naturel des musulmans qui ont envie que leur islamité soit respectée, des musulmans qui ont envie que leur islamité fasse partie du cadre général de la société qui est la leur, fait peur. Ces expressions nouvelles font peur. Elles font peur à ceux qui, dans leur perception de la société française, ils ont une vision très fermée. C'est-à-dire que pour être français, il faut être invisible ou visible à l'expression culturelle dominante, à savoir que si la pratique aujourd'hui détermine ou définit que pour être bien intégré, il faut être cravaté, il ne faut pas avoir de barbe, il ne faut pas avoir de foulard, il ne faut pas être habillé n'importe comment, comme l'histoire du débat sur la casquette à l'envers et que l'expression française n'est pas à la hauteur pour être considérée comme intégrée dans la société française. S'il y a des gens qui essaient d'imposer une vision culturelle, qu'elle soit la dominante, qu'elle s'impose à tout le monde, cela, si ça a été possible pendant un temps, aujourd'hui ça ne l'est plus, parce que dans l'européanisation aujourd'hui, dans la mondialisation d'aujourd'hui, toutes les expressions culturelles sont légitimes dans leur expression. Alors qui a autorité pour considérer que cette expression culturelle est valide et celle-là ne l'est pas valide? D'où l'enjeu du débat politique électoraliste. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des expressions ou des visibilités de l'islam qui interpellent les gens dans leur quotidien, qui parfois font même peur à des gens dans leur quotidien, pour surfer sur la peur, pour essayer d'en faire un enjeu identitaire crucial dans des débats électoralistes et politiques. Alors, c'est une pratique courante tout au long de l'histoire. Dans toutes les sociétés, on a des gens qui, à un moment ou à un autre, essaient de surfer, de s'appuyer sur la peur des autres pour arriver à une prise de pouvoir, pour arriver à une domination. Maintenant, il est moins normal ou anormal que des musulmans restent tétanisés à l'écoute ou au moment où ce débat surgit, ou à des instants de l'histoire de France contemporaine où ces débats surgissent. On doit considérer que ça fait partie des débats, les dérapages politiques, les instrumentalisations racistes, xénophobes, islamophobes, les discriminations même font partie des pratiques d'une société. Maintenant, que font les musulmans face à ça? Faut-il qu'ils continuent d'être soumis à des injonctions politiques électoralistes, ou peuvent-ils, ou philosophiques même, parce que toute la dimension islam, les débats islam et modernité, islam et république, islam et laïcité, islam et femmes, islam et liberté de conscience, tous ces débats sur lesquels les musulmans sont interpellés, comment doivent-ils faire? Comment doivent-ils les gérer? Comment doivent-ils affronter les injonctions politiques et philosophiques? Et ça, on le voit aujourd'hui dans la pratique de tous les jours. Énormément de musulmans trouvent des réponses à comment réagir face à ces injonctions politiques et philosophiques sur lesquelles maintenant on va essayer de se concentrer.